Ma femme sortait dans les bars la nuit et disait, « Si tu n'aimes pas cela, divorce-moi. » J'ai répondu, « C'est déjà fait, mon amour. » 3 minutes plus tard, elle rentrait précipitamment à la maison. Avez-vous déjà été la risée de la personne en qui vous aviez le plus confiance, alors que vous teniez une assiette de travers de porc d'une main et votre dignité de l'autre? C'était un samedi après-midi à Lyon et notre arrière-cour sentait le bœuf fumé, la crème solaire bon marché et la trahison. Sophie, ma femme depuis 7 ans, se tenait près de la glacière, captivant l'attention avec un gobelet en plastique rouge et une langue bien trop pendue pour l'occasion. Nos amis étaient éparpillés sur la pelouse, riant, sirotant de la bière et jouant aux boules. J'étais en pleine conversation avec Amélie, son amie de longue date devenue une antagoniste occasionnelle, quand je l'ai entendue, la voix de Sophie tranchant à travers le bourdonnement des conversations mondaines. « Oh, je t'en prie. Julien ne prend jamais de risques. Il est heureux dans son petit bureau, envoyant des courriels comme si nous étions encore en 2005. » Les gens ont ri. La tête d'Amélie s'est tournée brusquement vers elle. « Sérieusement, a-t-elle dit en riant à moitié, mais ses yeux sont devenus perçants. Alors donne-le-moi. Je le prendrai volontiers avec ce salaire. » Juste comme cela, l'atmosphère a changé. Les rires se sont arrêtés, les fourchettes se sont figées, les conversations se sont tues et tous les regards se sont tournés vers le Mario, petit bureau. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement regardé Sophie à travers le jardin. Nos regards se sont croisés, le sien étant encore illuminé par l'amusement. C'était censé être drôle, ai-je demandé. Son sourire a vacillé. Une vague d'inconfort a parcouru la foule. Amélie a levé son verre lentement, les sourcils haussés. « Jus » a dit Sophie avec un petit ricanement dédaigneux. « Ne sois pas si sensible. » C'était une blague. Une blague, ai-je répété, marchant vers elle, chaque pas pesant le poids des années. Dis-moi quelle partie était drôle. La partie où tu as menti en disant que tu aimais mon ambition, ou la partie où tu essaies d'impressionner tes amis en me rabaissant? Tu réagis de manière excessive, a-t-elle sifflé, plus bas maintenant. Ne fais pas cela devant tout le monde. Oh non, tu l'as déjà fait devant tout le monde. Je ne fais que répondre. Amélie a fait un pas stratégique en arrière, rejoignant le demi-cercle d'invités silencieux qui prétendaient vérifier leur téléphone ou siroter leur boisson. Tout le monde savait que ce n'était pas seulement une dispute conjugale. C'était quelque chose qui se brisait de manière irréversible. Sophie a essayé de rire à nouveau. « Allez, chérie. C'était juste. » « Non, ai-je interrompu. » C'était une clarté enveloppée de sarcasme, et maintenant tout le monde l'avait vu. Le silence qui a suivi était absolu. Je me suis éloigné d'un pas lent et assuré, n'entendant rien d'autre que le craquement doux de l'herbe sous mes chaussures et le bruit de l'illusion de Sophie qui se désintégrait. Plus tard, à l'intérieur, les murs de notre maison minimaliste semblaient plus froids. Notre espace, autrefois partagé avec confort, était devenu stérile. Je me suis assis sur le canapé, mes mains tremblant encore légèrement, non pas de rage, mais de réalisation. Je n'étais pas en colère contre la blague. J'étais en colère parce que ce n'était pas une blague. Je gagne plus de 185 000 € par an en gérant des systèmes de risque pour une entreprise énergétique. Aucun titre tape à accent grave l'œil, certes, mais un poste stable, respecté et incroyablement sûr. Le genre de travail qui construit une vie. Et apparemment, le genre de vie que Sophie méprise. Plus tard cette nuit-là, la maison était trop calme. Le genre de silence qui ne repose pas. Il attend. Il observe. J'ai entendu le clic de l'armoire de la salle de bain, le bourdonnement de sa brosse à dents électrique, le bruit sourd des pas de Sophie sur le parquet, comme s'il ne lui appartenait plus. J'étais à l'îlot de la cuisine, le lave-vaisselle vrombissant derrière moi. Un verre de vin à moitié vide restait intouché. Je l'avais versé par habitude, non par désir. Elle a émergé du couloir, enveloppée dans son peignoir, les cheveux attachés en ce chignon qu'elle faisait lorsqu'elle étudiait art à l'université, à l'époque où nous partagions encore des blagues qui n'étaient pas aux dépens de l'autre. Je ne savais pas que j'avais épousé une comédienne de stand-up, ai-je dit platement, sans lever les yeux de mon verre. Son soupir a frappé l'air comme une réplique répétée. « Julien, en sommes-nous encore là ?» Je me suis tourné vers elle. Nous n'en sommes jamais sortis. Elle s'est frottée la tempe comme si elle était celle qui subissait un fardeau. C'était une blague. Non, ai-je dit,
c'était un panneau publicitaire avec des lumières clignotantes et ton nom dessus. Mon Dieu, a-t-elle murmuré en se détournant. Tu es si sensible ces derniers temps. Je l'ai suivi dans le salon. Je suis sensible? Tu m'humilies devant la moitié de nos amis. Amélie a répliqué avec une meilleure chute et soudain, c'est moi qui réagis de manière excessive. Sophie s'est affalée sur le canapé et a croisé les bras, les yeux levés au ciel. Elle flirtait. Amélie fait toujours cela. Tu vas vraiment rester assis là et prétendre que tu n'as pas adoré cela. Je n'ai pas demandé à être défendu. J'ai demandé le respect. Ce mot, respect, est resté suspendu dans l'air entre nous comme de la fumée. Elle a bougé inconfortablement. Et pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Pas de la culpabilité, pas du remords, juste de l'inconfort, comme celui que l'on ressent quand un miroir nous montre enfin quelque chose que l'on ne peut plus ignorer. Je vais me coucher, a-t-elle dit brusquement en se levant du canapé. Nous avons tous les deux dit ce que nous avions à dire. Non, ai-je répondu, restant immobile. Tu as dit ce que tu avais à dire lors de la fête devant tout le monde, et maintenant tu ne peux pas fermer le livre parce que la page te donne une mauvaise image. Elle n'a pas répondu, disparaissant simplement au bout du couloir. Je suis resté là pendant un long moment après son départ. La maison autour de moi ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, parfaitement mise en scène, meubles élégants, ton neutre. Mais elle semblait différente maintenant. Vide. Quand je suis enfin allé me coucher, elle était déjà recroquevillée sur le côté, me tournant le dos. Sa respiration était régulière. Étudiée. Je suis resté allongé là, les yeux ouverts, fixant le ventilateur de plafond tourné au-dessus de moi, sentant que je rétrécissais dans ma propre vie. Non pas à cause de la blague elle-même, mais parce qu'elle ne se souciait même pas qu'elle m'ait frappé comme une lame. Je pensais autrefois que nous étions des partenaires. Je croyais que Sophie me voyait, non seulement pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Les nuits où elle m'encourageait à accepter le poste qui nous a fait déménager à Lyon. Les matins où elle préparait mon déjeuner avec des notes adhésives, tu vas y arriver. Et n'oublie pas d'appeler ta maman maintenant. Désormais, je n'étais que pratique, facile à ridiculiser, le mari sûr et peu excitant qui gardait les lumières allumées et payait l'hypothèque pendant qu'elle jouait l'hôtesse charmante. J'ai fermé les yeux et essayé de dormir. Mais dans le silence, quelque chose chuchotait plus fort que n'importe quelle dispute, cela ne concernait pas la blague. Cela concernait tout ce qui se cachait dessous. Et pour la première fois, je me suis demandé si j'avais passé des années à construire une vie avec quelqu'un qui avait cessé d'apprécier les choses mêmes dont j'étais fier. Les jours qui ont suivi se sont transformés en une série de fractures lentes et silencieuses. Sophie a commencé à rentrer plus tard. Pas une ou deux fois, mais de manière constante. Soirée entre filles, disait-elle d'un ton léger, les clés cliquetant dans sa main, son parfum traînant derrière elle comme une pensée après coup. Parfois, elle laissait une assiette dans l'évier. Parfois, ses talons étaient posés près de la porte dans des angles suggérant qu'ils avaient été retirés à la hâte. La première fois, je n'ai pas dit grand-chose. La deuxième, j'ai demandé si elle allait bien. À la cinquième, j'ai arrêté de demander. Je rentrais du travail, toujours de ce petit bureau qu'elle moquait, je posais mon sac d'ordinateur et je remarquais le silence. Elle avait l'habitude de m'accueillir avec une demi-embrassade, comment s'est passée ta journée, qui semblait automatique mais offrait tout de même quelque chose. Maintenant, je trouvais le salon vide, la télévision éteinte, le canapé intact, un seul verre de vin séchant sur le comptoir. Nous avons commencé à nous déplacer dans la maison comme si nous nous évitions volontairement. Elle restait dans la chambre, faisant défiler son téléphone. Je me retirais dans la cuisine ou m'asseyais dehors sur la terrasse arrière, fixant les guirlandes lumineuses qu'elle avait insisté pour installer le printemps dernier. Elles clignotaient doucement, comme si elles essayaient de maintenir les apparences pour une fête terminée depuis longtemps. Et ce n'était pas seulement le temps passé séparément. C'était la façon dont les choses étaient laissées, des tasses tachées de rouge à lèvres, une serviette mouillée sur le sol de la salle de bain, de la vaisselle empilée à côté de l'évier au lieu d'être à l'intérieur du lave-vaisselle que nous avions acheté ensemble. Elle ne faisait jamais cela auparavant. Sophie était méticuleuse. Chaque chose avait sa place. Maintenant, on aurait dit qu'elle défiait la maison d'être en désordre, comme si l'ordre que nous avions construit ensemble l'agaçait. Le point de rupture est survenu en milieu de semaine. Je suis rentré vers 18 h. Sa voiture n'était pas dans l'allée.
Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé des contenants de plats à emporter asiatiques étalés sur l'îlot, des boîtes à moitié vides, une baguette manquant à une paire, des paquets de sauce soja déchirés et séchant sur les bords. Pas de mots, pas de messages, rien. Et ce silence ne semblait pas accidentel. Plus tard cette nuit-là, elle est entrée juste après minuit. J'étais à moitié endormi sur le canapé, la télévision projetant une lumière bleue tamisée dans la pièce. Elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble. « Tu es là ?» ai-je dit, la voix sèche. Elle s'est arrêtée, a jeté un bref regard par-dessus son épaule. « Je ne voulais pas te réveiller. »« Tu ne l'as pas fait. » Elle a continué de marcher. J'ai éteint la télévision et je suis resté assis là dans le noir, écoutant le son lointain de ses talons claquer dans le couloir et la porte de la salle de bain se refermer derrière elle. Notre maison était autrefois un sanctuaire, un espace que nous avions façonné ensemble. Les tartines du samedi matin, les listes de lecture partagées pendant le ménage, les longues sessions sur le canapé à regarder de mauvaises émissions. Cela avait toujours été chez nous, mais maintenant c'était un territoire. Le mien contre le sien, des coins neutres, un évitement civil. Même le lit semblait divisé par une ligne invisible. Une nuit, je l'ai observée dans le miroir alors qu'elle se préparait pour le lit. Elle envoyait un message à quelqu'un, souriant doucement devant l'écran. J'ai demandé, « Qui est-ce » Elle n'a même pas levé les yeux. Amélie, c'est tout. Elle s'est glissée dans le lit et s'est détournée, l'écran éclairant son visage, projetant des ombres nettes sur le mur. Je suis resté allongé à fixer le plafond, écoutant le son de ma propre respiration, et la sienne juste derrière. Deux personnes côte à côte, aussi séparées que jamais. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des détails. Son téléphone était toujours face contre terre. Des notifications arrivaient à des heures indues. Des rires provenaient de derrière les portes fermées, puis s'arrêtaient quand je m'approchais. Et quelque chose en moi a changé. Pas de la jalousie, même pas de la colère, mais de la clarté. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas anxieux. Quelque chose changeait, et j'étais le seul à essayer de le stabiliser. Vendredi soir, le ciel était bas sur Lyon, chargé de nuages et de cette électricité bourdonnante qui rend l'air plus lourd que d'habitude. Je me tenais dans notre couloir, fixant la porte d'entrée, tenant le pen dormant entre mes doigts. L'horloge au mur affichait 22h56. Sophie n'était toujours pas rentrée. Ses messages s'étaient arrêtés vers 20h. Un message vague mentionnant un dernier verre et disant de ne pas l'attendre. Mais ce soir, j'ai décidé que je le ferais. Seulement, je n'attendais pas de la manière habituelle. Je n'étais pas recroquevillé sur le canapé en espérant qu'elle entre et me sourie comme autrefois. Non, j'attendais avec une sorte d'énergie différente, tendue dans ma poitrine. À 23h précises, j'ai verrouillé la porte. Le pen dormant, la chaîne. Ensuite, j'ai éteint les lumières et je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé la lumière sous les meubles et je me suis versé un verre d'eau. La maison était silencieuse. Si silencieuse que je pouvais entendre la glace bouger dans le congélateur. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était elle. Je l'ai laissé vibrer une fois, deux fois, avant de répondre. Allô, ai-je dit, calme comme un murmure. Julien, pourquoi la porte est-elle verrouillée? Sa voix était essoufflée, un peu paniquée, comme si elle n'avait pas prévu de se retrouver exclue de sa propre maison. Il est 23h08, ai-je dit en regardant l'horloge du micro-ondes. Tu avais dit que tu serais rentré à 22h. Ne sois pas ridicule. Je ne pensais pas que tu m'enfermerais dehors pour de vrai. Alors je suppose que tu ne me connais pas aussi bien que tu le pensais. Il y eut un silence sur la ligne. Je suis ici dehors en talons, Julien. Laisse-moi entrer. Tu trouveras une solution, ai-je dit, avant de prendre une gorgée d'eau. Ou mieux encore, pourquoi n'envoies-tu pas un message à Amélie? Elle semble être en numérotation abrégée ces derniers temps. Sa voix a changé, n'étant plus paniquée, mais furieuse. Tu es puéril. Non, ai-je répondu. J'en ai fini. J'ai raccroché. La maison m'a semblé différente à ce moment-là, comme si elle m'appartenait à nouveau, ne serait-ce que pour la nuit. J'ai allumé le tourne-disque dans le coin. Quelque chose de doux, juste assez pour rompre le silence. 15 minutes ont passé. Puis 20. Elle a rappelé. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale.
Finalement, les coups à la porte ont cessé. Je ne sais pas où elle est allée. Et honnêtement, pour la première fois depuis longtemps, je m'en fichais. Au lieu de cela, je me tenais au milieu de notre cuisine, pieds nus sur le carrelage, et je respirais un silence qui ne me semblait plus pesant. Il semblait mérité. Je savais que je ne réparais pas notre mariage avec une porte verrouillée. Mais je n'essayais pas de le faire. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était de sentir que j'avais une limite qu'elle ne pouvait pas franchir. Parce que quand quelqu'un vous brise lentement, jour après jour, il est difficile de remarquer les dégâts jusqu'à ce que toute la fondation soit fissurée. Et cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter d'être la fondation de quelqu'un qui continuait à construire ailleurs. Je suis allé me coucher seul, j'ai dormi avec la porte ouverte et la lumière du couloir éteinte. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas bougé dans tous les sens. Je n'ai pas répété d'arguments dans ma tête. Je ne me suis pas demandé à qui elle envoyait des messages. J'ai simplement dormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la maison était toujours silencieuse. Sophie n'était pas là, mais j'y étais, pleinement. Et cela semblait étrangement suffisant. Le lendemain matin, la maison gardait toujours ce calme étrange. Aucun talon ne claquait sur le parquet. Aucun ventilateur de salle de bain ne bourdonnait. Pas de Sophie. J'ai préparé mon café lentement, mesurant chaque cuillère comme si cela avait de l'importance. L'arôme habituel du samedi, chaleur et calme torréfié, s'est installé dans la cuisine, mais il ne m'atteignait plus comme avant. La porte restait verrouillée. À 10 heures du matin, je me trouvais assis dans le box au coin d'un petit café tranquille près de la place des Jacobins, mon endroit habituel. Un endroit que Sophie n'avait jamais aimé. Trop fade, disait-elle autrefois, sans énergie. C'était exactement pour cela que j'y étais. Marc s'est glissé sur le siège en face de moi. Un ami d'université, informaticien, divorcé depuis 3 ans. Nous étions restés proches, non pas par proximité géographique, mais parce qu'il ne me disait jamais ce que je voulais entendre. Juste la vérité. Il n'a même pas pris la peine de me saluer. Il m'a simplement regardé, puis a regardé la tasse de café dans mes mains, puis m'a regardé à nouveau. Elle est encore chez Amélie. J'ai hoché la tête. Probablement. Elle n'est pas revenue la nuit dernière. Il a pris une longue gorgée de sa propre boisson. Alors, es-tu prêt à arrêter de faire semblant? J'ai haussé un sourcil. Faire semblant de quoi? Marc s'est penché en avant, les deux avant-bras posés sur la table. Que cela est réparable. Qu'elle va changer d'avis. Que tout cela ne concerne qu'une blague stupide lors d'un barbecue. Julien, mon vieux, tu perds le respect de toi-même. Cela m'a frappé plus fort que prévu. J'ai regardé par la fenêtre, observant une joggeuse passer avec son chien, la laisse tendue, tous deux parfaitement synchronisés. Ce genre d'équilibre me semblait être une langue étrangère désormais. Je ne veux pas de drame, ai-je dit après une longue pause. Je veux la paix. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Alors arrête de rester dans une maison en feu avec un tuyau qui ne fonctionne pas, a-t-il dit simplement. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de renverser les tables. Tu as juste besoin de franchir la porte d'entrée. J'ai regardé mon café. Le chaleur s'était dissipé. Elle a changé, ai-je dit doucement. Et je ne l'ai pas vu venir. Non, a dit Marc. Tu l'as vu. Tu ne voulais juste pas y croire. Il n'avait pas tort. Il y avait eu des signes bien avant le barbecue, l'agitation de Sophie, son besoin d'attention, la façon dont elle commençait à lever les yeux au ciel devant les traits de caractère qu'elle louait autrefois. Au début, je pensais que c'était le stress, puis l'ennui, puis peut-être même la dépression. Mais maintenant, je réalisais que je cherchais des excuses pendant qu'elle dessinait des issues de secours. Je me suis adossé, en expirant. Je pense que j'en ai fini. Marc a hoché la tête lentement, non pas pour célébrer, mais par compréhension silencieuse. Et maintenant? Je vais faire cela correctement, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Tu es sûr? Cela pourrait être cathartique. J'ai souri. Je veux un divorce propre. La moitié de tout. Pas de drame, juste de la dignité. Marc s'est penché en arrière, son expression s'adoucissant. Cela te ressemble bien. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre.
Les nuages commençaient à se dissiper, la lumière se déversant sur le trottoir par plaques. J'ai juste besoin de quelqu'un qui sait comment faire en sorte que cela arrive, ai-je dit. Je connais quelqu'un, a-t-il dit en prenant son téléphone. Maître Caroline Morel. Intelligente, calme, directe. Elle m'a aidé pour le mien. Elle restera juste, mais elle ne rate rien. J'ai hoché la tête. Bien. Marc a hésité, puis a ajouté, elle te demandera aussi pourquoi tu es si calme. Pourquoi maintenant? Sois prêt pour cela. J'ai eu assez de chaos, ai-je dit. Je veux que le reste de ma vie ressemble à ce café. Tranquille. Simple. Il a souri. Tu pourrais bien y arriver. Nous sommes restés là encore un moment à parler de choses sans importance. Le baseball, la circulation, une conférence technologique à venir dont je ne me souciais même pas, mais j'appréciais la normalité. Quand nous nous sommes levés pour partir, Marc a posé une main sur mon épaule. Rappelle-toi simplement, a-t-il dit, tu ne choisis pas l'échec, tu choisis la liberté. Il y a une différence. Je l'ai regardé s'éloigner, son allure aisée et déterminée. Et alors que je sortais sous le soleil de Lyon, j'ai réalisé quelque chose d'étrange, je n'avais plus peur. Le plus dur n'était pas de quitter Sophie. C'était d'accepter enfin qu'elle m'avait déjà quitté bien avant la nuit dernière. Son bureau sentait légèrement l'eucalyptus et le café. Minimaliste, comme un hall d'hôtel destiné à calmer les nerfs sans poser trop de questions. Maître Caroline Morel était assise en face de moi, les jambes croisées, le stylo prêt, le carnet ouvert. Elle ne souriait pas beaucoup, puis il y avait quelque chose de stable dans sa présence, un calme qui rendait la respiration plus facile. Je ne m'étais jamais assis en face d'un avocat spécialisé en divorce auparavant. Elle a jeté un coup d'œil au formulaire que j'avais rempli. 7 ans de mariage, pas d'enfant, une propriété, aux 2 noms, pas de contrat de mariage. J'ai hoché la tête. Nous avons acheté la maison après 2 ans. Tout est partagé. Elle le voulait ainsi. Maître Morel a tapoté l'extrémité de son stylo contre son menton. Et vous voulez une rupture nette? J'ai dit 50-50. Pas de jeu, pas de vengeance. Cela l'a surprise. Juste un instant, mais je l'ai remarqué. Personne n'entre jamais ici en voulant juste cela, a-t-elle dit doucement. Habituellement, ils veulent du sang ou l'absolution. Êtes-vous sûr de ne pas cacher un marteau derrière votre dos? Je n'en cache pas, ai-je dit. Je veux juste. Je veux aller de l'avant, pas brûler la maison. Maître Morel s'est penché légèrement en arrière, m'observant. Laissez-moi deviner. Vous avez passé ces derniers mois à essayer de réparer quelque chose que vous n'aviez pas brisé. Jusqu'au jour où vous avez réalisé que votre silence ne sauvait rien. Il l'encourageait. J'ai cligné des yeux. Elle n'avait pas tort. Elle est partie, ai-je admis. J'ai simplement fini par arrêter de tenir la porte ouverte. Maître Morel a commencé à prendre des notes. D'accord, voici comment cela fonctionne. Nous commençons par déposer la requête. Nous pouvons opter pour un divorce par consentement mutuel si elle accepte. Sinon, nous suivrons la voie contentieuse. D'après ce que j'entends, elle n'a pas le cœur brisé, elle est juste contrariée par l'aspect pratique. Cela a piqué plus que je ne l'aurais cru. J'ai croisé les mains sur la table. Nous n'en avons encore parlé à personne. Maître Morel a levé les yeux. Voulez-vous le faire? J'ai hésité. Finalement, oui, mais pas maintenant. Je veux que les papiers soient prêts d'abord. Calme et maîtresse d'elle-même, elle a hoché la tête. Je vais lancer la procédure aujourd'hui. Nous lui remettrons les documents d'ici la fin de la semaine. Voilà, c'était le début de la fin. Curieusement, cela ne ressemblait pas à un échec. Cela ressemblait à l'ouverture d'une fenêtre après être resté trop longtemps dans une pièce fermée. Avant que je ne parte, elle m'a remis un dossier mince. Ici, vous trouverez à quoi vous attendre. Les finances, la communication, les limites, des conseils pour la transition. Appelez-moi si quoi que ce soit s'envenime. Mais, Julien, j'ai levé les yeux. Soyez prêt à ce qu'elle change de stratégie dès qu'elle saura que vous êtes sérieux. Certaines personnes se battent le plus fort quand elles réalisent que la guerre est déjà terminée. Je l'ai remercié et je suis sorti. Le soleil était vif,
se reflétant sur les vitres des bureaux comme s'il essayait de me réveiller en sursaut. Pendant un long moment, je suis resté là, le dossier à la main, regardant les voitures passer, comme si j'essayais de me rappeler comment participer à nouveau au monde. Il était étrange de voir comment quelque chose d'aussi petit qu'une signature pouvait signaler l'effondrement d'années de vie. Mais peut-être que c'est tout ce qu'un mariage était réellement à la fin, des choix sur papier, habillés d'émotions. En retournant à ma voiture, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais calme, comme si quelque chose avait enfin cessé de tourner. La télévision était allumée, un bourdonnement à bas volume provenant du salon, mais je ne la regardais pas. J'étais rentré tôt, plus tôt que d'habitude, et pour une fois, je n'avais pas appelé en entrant. C'est alors que j'ai entendu sa voix, étouffée, mais proche. Sophie était dans la chambre, la porte presque fermée. Je n'essayais pas d'écouter. Mais quand quelqu'un utilise votre nom comme s'il s'agissait d'une pièce sur un échiquier, l'instinct prend le dessus. Je te le dis, il est complètement déconnecté. Je rentre tard, je laisse mes affaires partout, et il ne dit rien. Une pause, puis d'un ton plus vif. Non, Claire, je ne me sens pas mal. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui pense qu'être silencieux revient à être fort. Sa sœur. J'ai reculé, restant hors du champ de vision du couloir. Il ne va pas demander le divorce, a dit Sophie en riant légèrement. Julien est trop fier. Ou peut-être trop passif. De toute façon, c'est parfait. Je vais lui donner encore quelques semaines. Peut-être une autre provocation. Il finira par le faire. Une autre pause. J'ai juste besoin que cela semble mutuel. C'est le truc. S'il demande le divorce en premier, je ne passe pas pour celle qui a abandonné. Je suis resté pétrifié. La porte n'était même pas complètement fermée. Elle n'avait pas pris la peine de cacher la conversation. Cela seulement disait long sur le peu de crainte qu'elle avait d'être surprise ou sur sa certitude que je ne ferais rien. De toute façon, a-t-elle ajouté, il pense encore que ce n'est qu'une mauvaise passe. Le pauvre. L'appel s'est terminé peu après. Elle est sortie quelques minutes plus tard, ses yeux se tournant vers le canapé, surprise de m'y voir assis. Il n'est pas bougé. Elle non plus. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit sur un ton neutre. J'ai fait un signe de tête, sans en dire plus. Elle n'a rien demandé d'autre, elle est simplement entrée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a prétendu que rien ne s'était passé. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner, je l'ai fixé comme si c'était un défi, puis j'ai décroché. Julien, c'est Claire, la sœur de Sophie. Je n'avais pas parlé à Claire depuis des mois. Sa voix semblait tendue. Incertaine. Je sais que c'est étrange, a-t-elle continué, mais pouvons-nous parler? Juste nous deux. Il y eut une pause. Je pense que tu mérites d'entendre quelque chose en personne. J'ai dégluti avec peine. D'accord. Quand? Demain, a-t-elle dit. Un endroit tranquille. Le café-brasserie Le Petit Bistrot était situé à un coin de rue calme. Le genre d'endroit où le temps semblait ralentir. J'étais passé devant une centaine de fois sans jamais y prêter attention. Maintenant, cela semblait être un terrain neutre, un endroit assez éloigné de la vie que j'avais construite pour que la vérité puisse respirer. Claire était déjà là. Elle semblait différente de mes souvenirs, pas de maquillage, les manches de son sweatshirt tirées sur ses mains, des yeux qui n'avaient pas beaucoup dormi. Elle a offert un léger sourire quand je suis entré, mais il n'y avait aucune chaleur derrière. Juste de la gravité. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je me glissais dans le box. J'ai hoché la tête. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Elle a regardé autour d'elle presque nerveusement, puis s'est penchée en avant. Je ne ferais pas cela si je n'avais pas entendu ce que j'ai entendu l'autre jour. Tu veux dire l'appel téléphonique de Sophie, ai-je dit, observant sa réaction. Elle a cligné des yeux. Alors, tu sais? J'en ai entendu une partie. J'ai imaginé qu'il y avait plus. Claire a hoché la tête lentement, presque soulagée. Puis sa voix a baissé d'un ton. Julien. Sophie n'est pas confuse. Elle n'est pas perdue. Elle planifie tout cela. Elle veut partir, mais elle ne veut pas passer pour la méchante. Elle a dit quelque chose à ce sujet,
qu'elle avait besoin que je demande le divorce en premier. Claire a fait une grimace. J'ai serré la mâchoire. Et pourtant, c'est elle qui reste dehors jusqu'à minuit. Elle essaie de te provoquer, a dit Claire, sa voix étant maintenant assurée. Si tu exploses, elle obtient son récit. Si tu t'en vas, elle gagne la sympathie. Mais si tu restes silencieux, elle garde le contrôle. Je me suis adossé contre le dossier, les mots me frappant plus fort que prévu. Pourquoi me dis-tu cela? Claire a baissé les yeux, traçant le rebord de sa tasse de café d'un doigt. Parce que je l'ai déjà vu faire cela auparavant. Pas exactement de la même manière, mais assez proche. Elle aime être admirée. Elle en a besoin. Et quand les choses deviennent trop ordinaires, elle réécrit le scénario. Pour se donner le rôle principal, ai-je dit amèrement. Elle m'a parlé d'un gars, a ajouté Claire en hésitant. Un gars de la finance qu'elle a rencontré lors d'un événement. Je ne sais pas si c'est sérieux, mais elle parle comme si elle avait déjà son prochain coup de prévu. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr qu'elle l'a. Je ne dis pas cela pour te blesser, a continué Claire. Je ne pouvais tout simplement pas rester assise à la regarder jouer la victime pendant que tu te faisais piéger. Tu es un homme bon, Julien. Trop bon pour être utilisé ainsi. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à frapper contre la vitre, douce et régulière, comme une horloge qui s'égrène. A-t-elle déjà mentionné ce qu'elle voulait tirer de tout cela, ai-je demandé doucement. Claire a hésité. Elle veut la maison, la moitié de ta retraite, peut-être plus. Si elle peut te faire passer pour celui qui a abandonné. Et si je ne lui donne pas ce récit? Claire a dit, elle improvisera. Mais elle ne s'attendra pas à ce que tu te défendes. Elle compte sur toi pour rester calme et silencieux. J'ai hoché la tête, absorbant tout le poids de ce que je venais d'entendre. Pendant des mois, j'avais été sur la défensive, attendant, espérant que Sophie se réveillerait et se souviendrait de la vie que nous avions construite. Mais il n'avait jamais été question de réconciliation. Il était question de stratégie. Tu en as fait plus qu'assez, ai-je dit à Claire. Merci. Elle a fait un petit signe de tête, puis a poussé une serviette en papier vers moi. Dessus, elle avait griffonné un nom, un ami à moi travaille dans l'investigation privée si jamais tu as besoin de preuves. J'ai regardé la serviette, puis je l'ai pliée et glissée dans la poche de ma veste. Alors que je me levais pour partir, Claire a tendu la main et a touché mon bras doucement. Quoi que tu fasses ensuite, assure-toi que ce soit selon tes propres conditions. Dehors, la pluie s'était intensifiée. J'ai marché vers ma voiture lentement, les bruits de la ville étouffés sous la bruine. Dans ce calme, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas encore, mais la certitude. Elle voulait une mise en scène. À la place, elle allait obtenir la vérité. Et cette fois, ce serait moi qui écrirais le scénario. Maître Caroline Morel a à peine levé les yeux quand je suis entré. Elle tapait à l'ordinateur, ses lunettes bas sur le nez, la moitié d'un sandwich poussé de côté sur une serviette. Je suis resté devant son bureau un instant de plus que nécessaire jusqu'à ce qu'elle remarque le changement dans mon énergie. Quand elle l'a fait, elle s'est redressée lentement et m'a lancé un long regard scrutateur. Quelque chose a changé, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je veux tout. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a simplement croisé les mains et attendu que je m'explique. Elle s'est jouée de moi, ai-je dit, la voix basse mais ferme, essayant de provoquer un divorce pour pouvoir réclamer les actifs. La maison. La sympathie. Elle prépare un récit où je passe pour celui qui a abandonné. Maître Morel a incliné la tête, puis a pris son bloc-notes. Dites-moi tout ce que vous savez. J'ai tout exposé, étape par étape, ce que j'avais surpris, les aveux de Claire, les retards calculés, le silence, la manipulation déguisée en détachement. Elle veut s'en sortir indemne, ai-je dit. Mais je ne vais pas la laisser brûler la maison et appeler cela un sauvetage. Maître Morel griffonnait déjà des notes. Bien. Alors nous ajustons. La dissolution mutuelle est exclue. À partir de maintenant, nous nous préparons à la résistance. Je ne veux pas d'un cirque, ai-je dit. Mais j'en ai fini de me taire. Maître Morel a hoché la tête. Alors nous devenons tactiques. Vous commencez à tout documenter. Quand elle part, à quelle heure elle rentre,
tout ce qu'elle dit qui contredit ses affirmations. Si vous avez accès à des comptes bancaires partagés, faites des captures d'écran des dépenses inhabituelles. Ne l'affrontez pas. Ne l'avertissez pas, contentez-vous de collecter. Elle a fait glisser un dossier mince sur le bureau. Voici ce qui est considéré comme une preuve admissible. Commencez dès ce soir. J'ai pris le dossier, son poids semblant plus lourd que les pages qu'il contenait. Il y a autre chose, ai-je ajouté, sortant la serviette de ma poche de veste. Je l'ai posée sur son bureau. La recommandation de Claire. Maître Morel l'a parcourue du regard, puis a fait un signe de tête satisfait. Un détective privé, a-t-elle dit. Vous avez besoin de preuves. J'en ai besoin, ai-je confirmé. Vous en aurez, a-t-elle promis. Et pas seulement pour le tribunal, mais pour la clarté. Parfois, voir toute la vérité est la seule façon d'arrêter de se demander si on l'avait imaginé. Je me suis assis sur la chaise et j'ai expiré. Pendant si longtemps, j'avais essayé de garder les choses civiles, polies, comme si une fin tranquille ferait moins de mal. Mais Sophie n'avait pas voulu de tranquillité. Elle voulait une couverture. Je ne lui donnais plus cela. La voix de Maître Morel s'est adoucie. Vous comprenez que cela pourrait devenir désagréable? J'ai hoché la tête. Qu'il en soit ainsi. Je n'oserai pas la voix. Je ne l'humilierai pas, mais je ne la laisserai pas réécrire l'histoire pendant que j'en fais encore partie. Elle a souri légèrement. C'est le bon genre d'impitoyabilité. J'ai quitté le bureau avec plus qu'un plan, j'avais une direction. À la maison, j'ai commencé petit. Une note dans mon téléphone avec des horodatage, des photos du désordre qu'elle laissait derrière elle, des verres de vin, des reçus. Le même schéma répété. Chaque élément n'était pas grand-chose en soi, mais ensemble, ils racontaient l'histoire. Elle espérait que je serais trop fatigué pour enregistrer. Cette nuit-là, Sophie est rentrée à minuit 13. Ses talons résonnaient plus fort que d'habitude. Elle sentait la menthe et un parfum qui n'était pas le sien. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu à la table de la salle à manger, ordinateur ouvert, dossier à côté de moi. « Tu es debout tard », a-t-elle dit prudemment. Je n'ai pas levé les yeux. Oui. Elle a hésité une seconde de plus, attendant une réaction qui n'est jamais venue. Puis elle s'est détournée et a marché dans le couloir, et alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai tapé l'entrée, minuit 13. De retour à la maison. Aucune explication, interaction minimale, malaise noté en voyant les dossiers. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais prêt. Parce qu'elle m'avait voulu passif, prévisible, silencieux, mais je n'étais plus silencieux. Et je n'avais aucune intention de la laisser gagner par défaut. C'est arrivé un vendredi, le genre de nuit où la ville bourdonne de gens cherchant à s'échapper. Sophie était partie à 19h, habillée plus élégamment que d'habitude. Pas un mot sur l'endroit, juste un léger « ne m'attends pas ». Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai attendu jusqu'à 23h52, puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu à la troisième sonnerie, les basses d'une boîte de nuit lointaine résonnant en arrière-plan. « Allô » a-t-elle crié par-dessus le bruit, un rire perçant à travers sa voix. « C'est moi » ai-je dit calmement. Un silence, puis un amusement pâteux. « Waouh, je ne m'attendais pas à l'appel de l'heure du dodo. »« Quoi de neuf, papa garderie ?» J'ai ignoré la remarque. « Tu es encore sorti avec Amélie ?» Elle a ri. « Bien sûr, appelons cela comme cela. »« Tu n'aimes pas cela, Julien ? Il y a une solution simple. Divorce-moi. » J'ai souri. Elle ne pouvait pas le voir, mais c'était le premier vrai sourire que je portais depuis des semaines. « C'est déjà fait, mon amour, ai-je dit. » Silence. Je pouvais entendre la musique derrière elle, mais elle n'a rien dit. « Les papiers ont été déposés hier. Tu recevras l'assignation lundi, ai-je ajouté d'une voix calme. Oh, et juste pour que nous soyons clairs, non, tu n'obtiens pas la maison. La musique n'a pas cessé, mais tout le reste s'est arrêté. Tu plaisantes, a-t-elle dit finalement. Non. Un instant a passé. Puis elle a raccroché. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas tressailli. À minuit 16, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Ses talons ont frappé le sol en un staccato vif. Son sac à main a été jeté contre le comptoir.
Je n'ai pas levé les yeux du canapé. Tu as demandé le divorce, a-t-elle craché. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que je suis sorti avec des amis? Parce que je t'ai donné des chances, ai-je dit en me levant lentement. Et tu as utilisé tout le monde pour prouver que tu étais déjà parti. J'essayais d'attirer ton attention. J'ai ri une fois, amèrement. Non, tu essayais d'obtenir un levier. Elle s'est figée, les yeux se rétrécissant. Tu penses que je ne suis pas au courant des appels, des mises en scène? Claire est venue me voir. Elle s'est vraiment figée cette fois. Tu as parlé à Claire? Elle m'a révélé le plan. Me pousser à bout. Me provoquer. Faire en sorte que j'abandonne pour que tu puisses partir sans encombre. Sophie a reculé comme si les mots l'avaient frappée à la poitrine. Ce n'était pas comme cela, a-t-elle murmuré. Ne mens pas. Pas maintenant. Je suis allé à la table de la salle à manger, j'ai sorti le dossier de dessous une pile de reçus et je l'ai posé. L'épreuve, ai-je dit. Chaque nuit où tu es rentré tard. Chaque contradiction. Tu écrivais ta sortie, j'ai juste décidé d'arrêter de tenir la porte. Des larmes sont montées dans ses yeux, mais j'avais déjà vu cette comédie trop de fois. Je n'étais pas froid, j'étais simplement lucide. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle dit plus doucement maintenant. J'étais juste perdu. Non, ai-je répondu. Tu étais calculatrice. Et maintenant, tu es coincé. Elle a fait un pas tremblant en avant. Pouvons-nous parler? Je veux dire, parler vraiment. J'ai incliné la tête. J'ai essayé de parler. Tu as ri. Tu t'es moqué de moi devant des amis. Tu as disparu pendant des nuits. Tu as abandonné avant que je ne le fasse jamais. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Tu ne pensais pas que j'allais enfin te voir tel que tu es, ai-je dit. Et c'était vrai, non pas la version de Sophie que j'avais épousée, mais celle qui se tenait là maintenant, ne sachant plus comment son plan lui avait échappé des mains. Je suis passé devant elle, calme. Pas de cris, pas de réplique cinglante, juste une phrase qu'elle n'avait jamais prévu d'entendre. Je vais rester chez Marc jusqu'à ce que tout soit finalisé. Julien, attends. J'ai ouvert la porte. Ne t'inquiète pas. Tu auras tout le temps d'expliquer cette version de l'histoire à tous ceux qui voudront bien la croire. Puis je suis parti, et pour la première fois depuis des mois, la nuit ne me semblait plus pesante. Elle me semblait honnête. 3 mois plus tard, l'océan me réveille avant le soleil. Je vis dans une petite maison de plage maintenant, nichée juste à côté d'Anglais, dans le Pays basque. Ce n'est pas grandiose, juste un revêtement blanc, de l'herbe balayée par le vent et des fenêtres qui s'ouvrent sur le bruit des vagues au lieu de celui de la circulation. La plupart des matins, je prépare mon café pieds nus, le sol froid sous mes pieds, et je laisse entrer la brise pendant que je travaille à distance. J'ai gardé mon travail, celui que Sophie moquait. Il s'avère que le petit travail de bureau suroffrait des horaires flexibles et un patron qui se souciait réellement de mon bien-être. C'est amusant de voir à quel point la vie semble plus lumineuse quand personne ne vous vide les poumons de leur air. Je me suis fait de nouveaux amis ici, des voisins qui me saluent sans prétention. J'organise des dîners toutes les quelques semaines, du poisson grillé, des assiettes dépareillées, des rires qui résonnent jusqu'à l'extérieur. Et j'ai redécouvert quelque chose que je pensais avoir perdu pour de bon, le calme. Pas la solitude, mais le calme. Il y a une différence. Un soir, alors que je revenais du marché local, mon téléphone a vibré. Marc m'avait envoyé une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux. Sophie. Elle était taguée lors d'une fête, l'air fatigué. Quelqu'un dans les commentaires mentionnait qu'elle squattait chez des gens après qu'une situation avec son petit ami avait mal tourné. Pas de maison, pas de voiture de luxe, pas de second chapitre brillant, juste les morceaux éparpillés de l'histoire qu'elle avait essayé de réécrire. J'ai regardé l'écran pendant un moment. Ni en colère, ni suffisant, juste silencieux. La justice poétique ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, elle apparaît dans la vie que vous construisez une fois que personne ne regarde. Parfois, elle ressemble à la paix. Et alors que la marée montait derrière moi, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais brisé. Elle m'avait libéré. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore à Claire. Elle aurait pu rester silencieuse, laisser le plan de sa sœur se dérouler,
Mais à la place, elle a choisi de m'avertir. Elle a risqué sa relation familiale pour dire la vérité. Auriez-vous fait la même chose à sa place? Faites-le moi savoir dans les commentaires.